Tout est hors de contrôle. Bonjour Michael Schneider. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous donnez beaucoup d'interviews, mais vous venez peu sur les plateaux, donc merci à vous. En 1997, vous avez eu le prix Nobel alternatif pour vos travaux sur les problèmes liés au plutonium. Que se passe-t-il réellement dans les 6 réacteurs de Fukushima au Japon ? Je ne pense pas qu'il y ait une personne dans le monde entier, à l'heure d'aujourd'hui, qui sait exactement ce qui se passe dans les réacteurs. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'une part, personne ne peut y aller, c'est-à-dire les taux de radioactivité sont tellement élevés, même aux alentours des réacteurs, qu'on ne peut pas même s'approcher. Mais deuxièmement, ce qu'on fait d'habitude quand même, c'est de contrôler à distance. Alors pour moi, c'était très symbolique quand l'exploitant, est-ce qu'on peut dire exploitant encore ? Je ne sais pas. Mais TEPCO, qui fait un communiqué de presse pour annoncer qu'ils ont de la lumière dans la salle de contrôle. Et cette salle de contrôle fonctionne ? Et cette salle de contrôle, j'ai un ami aux États-Unis, un scientifique, qui ont zoomé sur les appareils, les indicateurs, les appareils de mesure, etc. Il n'y a rien. Donc en fait, ils ont de la lumière dans une salle de contrôle qui ne mesure pas grand-chose, rien ou pas grand-chose. Donc on est aveugle, grosso modo. Vous êtes un expert indépendant sur les questions énergétiques et vous êtes autodidacte dans le nucléaire. Vous y êtes venu en 1983 au moment où on a commencé à parler de prolifération nucléaire. Vous m'avez dit celui qui aurait imaginé ce scénario du pire aurait été pris à l'époque pour un fou. Pourquoi, comme pour Tchernobyl et comme pour Three Mile Island aux États-Unis, lorsqu'il y a eu cet accident nucléaire, on a toujours la sensation qu'il y a cette même partition de désinformation ? Je crois qu'il n'y a pas une réponse. En tout cas, les réponses qu'on peut y apporter vont sans doute se différencier d'un pays à l'autre. Mais je pense qu'une partie vient du fait que, historiquement, le nucléaire vient du militaire. Je veux dire, à l'origine, on a fabriqué la bombe. C'est exactement la même technologie de base, la fission nucléaire, qui sert de base. Il faut avoir les connaissances en fission nucléaire pour faire fonctionner un réacteur ou travailler sur les armes. Donc il y avait une histoire de secret qui se défendait parce qu'il s'agissait de militaires, tout le monde comprendra et a accepté le secret et l'impossibilité d'avoir accès à l'information. Et puis, après, on a créé une espèce de sérail de gens qui savent. Et c'est encore aujourd'hui comme ça. Je viens d'un débat où des représentants du commissariat à l'énergie atomique se présentent comme des savants. C'est eux qui savent et nous sommes les ignorants. Et je crois que ces deux facteurs sont 2 facteurs importants. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont 2 facteurs importants. On peut dire aussi pourquoi les médias ils ne demandent pas plus. On peut demander pourquoi les universités ne travaillent pas sur le nucléaire, mais c'est les écoles d'ingénieurs, et encore, seulement certains. Pourquoi il n'y a pas une espèce de volonté de la société civile de reprendre en main ce dossier en tant que tel ? Pourquoi les politiques acceptent que c'est la haute technocratie qui gère, qui contrôle, qui exploite l'ensemble du secteur nucléaire et énergie au-delà ? Donc il y a beaucoup de facteurs, il n'y a pas un facteur unique, mais je crois que l'ensemble fait qu'on continue à laisser les gens dans le noir. Alors au Japon, il y a des éléments radioactifs dans l'air, dans la mer. Au nombre de ces isotopes, il y a du césium, il y a de l'iode. Quels sont les risques encourus par les populations locales et puis après les pays voisins et plus lointains ? Je crois qu'il faut peut-être pour clarifier pour les gens, je pense que même 3 semaines après, c'est toujours les gens nagent toujours. Il y a 2 situations différentes. Il y a une situation qui est les réacteurs qui ont fonctionné, qui se sont arrêtés, mais qui produisent des isotopes à vie courte. Vous avez nommé l'iode 131 qui a une demi-vie, c'est-à-dire qui perd la moitié de son activité en 1 semaine. Donc c'est relativement court. Mais il y a plein d'autres isotopes. Il y a des isotopes qui vivent que des heures, etc. Ils se transforment en d'autres isotopes. Et ces isotopes, il y a certains contre lesquels on peut se protéger, notamment l'iode. En prenant l'iode stable, ça sature la thyroïde et on évite que les gens ont des problèmes de thyroïde quelques années plus tard.
Donc ça, c'est un danger par rapport aux éléments à vie courte. Mais de l'autre côté, il y a des éléments à vie longue. Vous avez donné l'exemple du césium. Encore une fois, c'est pas le seul. Il y a du strontium, il y a du plutonium, il y a plein d'autres à des durées de vie différentes. Le césium a une demi-vie, donc perd la moitié de son activité en 30 ans seulement. En 30 ans. Donc entre une semaine et 30 ans, c'est pas le même problème. Et c'est là, pour les populations, qu'il faut avoir une stratégie à court terme, il faut avoir une stratégie à moyen et long terme. Et ça, à mon avis, n'est pas pris en charge de façon adéquate. Pourquoi est-ce que le gouvernement japonais n'a pas pris les mesures sanitaires adéquates par rapport à l'accident et à la gravité ? D'un côté, je pense qu'il faut quand même pas sous-estimer c'est même pas Tchernobyl, c'est-à-dire c'est même pas une grande explosion avec un désastre sur une installation. Ils étaient confrontés à avoir une série d'installations, d'ailleurs pas seulement nucléaires, mais aussi industrielles autres, la pétrochimie, d'autres installations dans un état absolument invraisemblable après ce double événement, tremblement de terre et tsunami. Et tsunami. Donc ça c'est certainement un facteur. Mais je l'ai laissé en valable pour une semaine. Après une semaine, je me suis posé quand même la question s'il n'y a pas minimisation. Et je pense que c'est clair que le gouvernement et l'exploitant a tenté de minimiser les choses et a essayé de confiner l'impression de l'envergure du désastre. Et je crois que aujourd'hui, on se trouve dans une situation où 20 km sont évacués, mais entre 20 et 30 km, par exemple, les gens, ils ont été confinés, mais vous vous rendez compte, confinés pendant 3 semaines, les supermarchés sont fermés, il y a plus de pétrole, je veux dire, les gens ne savent pas, ils n'ont aucune information, etc. Donc cette situation-là ne se justifie plus du tout par cette espèce d'envergure du désastre général. Lorsque la France vend des centrales nucléaires de nouvelle génération, vous parlez de fumisterie et vous dites que nous sommes face à une gériatrie technologique. Pourquoi, selon vous, les réacteurs EPR ne sont pas la renaissance du nucléaire ? J'ai trouvé quand même un peu curieux, ça fait des années que je trouve ce terme qui est un slogan. C'est comme les stress tests. Maintenant, on parle de stress tests. On aime bien de créer des slogans, mais si on gratte un petit peu à la surface, renaissance, qu'est-ce que les gens imaginent ? Ils imaginent qu'il y ait une espèce de pente de l'importance du nucléaire dans le monde très significatif. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'on a vendu 4 EPR dans le monde. C'est d'ailleurs qu'on a commencé à développer dans les années 80. Ça date même pas d'il y a 10 ans, ça date d'il y a 25 ans. Et puis on en a vendu 2 en Chine, on en a une centrale en Finlande et une en France. Tous ces réacteurs, en particulier en Finlande et en France, sont en grande difficulté économique, etc. Le reste, ma foi, il y a 27 réacteurs effectivement qui sont en construction en Chine. C'est le seul pays à avoir vraiment investi dans le nucléaire, dans les nouvelles constructions. Mais en même temps, la Chine fait beaucoup d'autres choses. La Chine, à la fin de l'année dernière, avait 4,5 fois plus en capacité à installer d'éoliennes que du nucléaire. Donc le nucléaire est plutôt vieillissant. On va se quitter avec cette citation d'Amory Lovins, qui est un écologiste américain, qui dit « Le nucléaire est une énergie de l'avenir qui appartient au passé ». Merci beaucoup, Michael Schneider, d'être passé par TV5 Monde. Merci à vous.